Salut tout le monde, alors du coup je vais parler du tome 12 de Chainsaw Man qui vient de sortir à peu près. Et donc pour info, moi j'avais pas suivi cette série chapitre par chapitre, donc j'ai lu et découvert d'un bloc cette nouvelle partie de Chainsaw Man. Et évidemment c'est pas une présentation du tome, je vais entièrement le spoiler. Et donc ce que je vais faire ici c'est avancer plus ou moins page par page à peu près, et donc faire une analyse progressive du tome au niveau de son histoire et de sa mise en scène. Et ce qui est intéressant c'est que comme c'est la deuxième partie de Chainsaw Man, donc il y a une forme de rupture entre le récit d'avant et celui de maintenant, et en même temps c'est la continuité. Et donc ça va se retrouver aussi dans la mise en scène où on va à la fois retrouver des clins d'œil ou des répétitions, des reprises de mise en scène qu'il avait avant, avec des légères variantes ou carrément la même chose, mais aussi une évolution de la mise en scène qui, ça c'est marrant, vous allez voir, hein, va passer par la valorisation des jambes et des pieds au lieu de juste les bras et les mains, et voilà, on va voir ça dans la vidéo. Et donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement, avant de regarder cette vidéo aussi, regardez l'autre vidéo que j'ai fait sur l'analyse de la mise en scène principale qui est au cœur de la narration de Chainsaw Man, qui est donc de la manière dont Fujimoto met en scène le surnaturel dans ce récit. Mais toujours au cas où, petit résumé extrêmement rapide, c'est qu'il va utiliser énormément les mains pour être un relais du surnaturel dans sa fiction, et que sa mise en scène des mains, il va la personnaliser, la mettre en scène vraiment de manière particulière et de manière marquée, en utilisant la notion de hors-champ et de débordement. Ce qui fait que quand une main vient depuis un hors-champ, et donc il y a différents types de hors-champ au sein d'une bande dessinée, mais bref, et bien c'est souvent là pour montrer la présence d'un démon, la présence de quelqu'un qui utilise un démon, le pouvoir d'un démon, et qui donc fait intervenir du surnaturel. Et donc pour valoriser tout cela, Fujimoto va changer le contexte de la structure des pages, de la structure extradégétique, en lui conférant une dimension d'espace surnaturel. Parce que toutes ces structures, comme les cases et tout ça, vont énormément dans toutes les bandes dessinées, influencer, structurer les récits, structurer le ressenti que l'on va avoir et que l'on va retransposer sur les personnages et tout ça, et que les personnages vont être en interaction constante avec des structures extérieures de la BD, mais comme c'est des structures extradégétiques, bah c'est pas quelque chose qu'ils perçoivent de la même façon qu'ils peuvent percevoir un décor et tout ça. Et tout ça lui permet de mettre en scène des choses extrêmement marquantes visuellement, et que l'on va retransposer sur notre ressenti et sur celui des personnages, et donc de montrer, d'incarner une intervention très concrète du surnaturel dans notre monde, tout en gardant un flou très fort sur la perception réelle qu'ont les personnages, de la même manière qu'ils sont maintenus dans un flou sur les structures extérieures pourtant impactantes de la bande dessinée. Bon et bien c'est parti pour l'analyse du tome 12. Et du coup, dans ce premier chapitre, on est dans une classe, et le prof, dans le cadre d'une expérience, on va dire, introduit à ses élèves le démon poulet, Kokepi. Et à travers tout ce passage, on va retrouver les thématiques déjà vues dans Chainsaw Man, et qui, comme toujours, passent beaucoup à la fois par de l'humour, de l'absurde, du cruel, et en même temps donc une idée de ce poulet, qui est donc à la base une espèce de mascotte rigolote qui doit normalement être fini par être mangé, va en fin de compte être apprécié par les élèves, et ils vont finir par s'attacher à lui, et donc ils vont le considérer comme leur ami, comme quelqu'un de leur classe et tout ça. Et donc il y a un peu ce même trajet, et donc résumé de ce que Denji a parcouru pendant les 11 premiers tomes, qui est donc d'abord d'être dans une espèce de détachement froid assez cynique et apathique par rapport au monde qui l'entoure et quelque chose d'assez dans la désillusion. Et donc comme Asa, être dans un constat du monde assez triste et assez nihiliste, et en fin de compte, par des petits trucs du quotidien, par des attachements intimes d'humain à humain, réussir à retrouver du sens, des moments touchants et du sens à la vie. Et voilà, mais bon, comme c'est Chainsaw Man, c'est jamais aussi simple que ça. Et par exemple, dans la séquence où on va voir les élèves s'attacher au poulet, à la fois ils en viennent à lui sauver la vie, mais en même temps, on voit que ces moments d'attachement passent uniquement par de la taquinerie assez cruelle. On va se moquer de lui parce qu'il est un peu idiot, on va lui faire des blagues autour de la mort et de la condition des poulets et tout ça. Et donc cette relation qui s'établit, qui se veut quand même assez légère, en fin de compte, il suffit de creuser un tout petit peu pour se rendre compte que c'est peut-être pas si net que ça. Et cette légèreté, ce bien-être de surface des autres par rapport à Asa, qui est aussi une sorte de promesse de confort qui est censée nous apporter la normalité, ça va continuer d'être démonté avec par exemple quand on apprend que le prof couche avec la déléguée, que quand la déléguée dit qu'en fin de compte le poulet ne va pas être mangé, elle dit que c'est une décision entière de la classe de tous les élèves, et en fin de compte Asa elle était pas au courant, donc non, c'était pas tous les élèves. Et puis même l'expérience, la proposition du prof à la base qui met en enjeu la vie du poulet, c'était quand même un truc assez malsain. Et donc dans ce truc presque tranche de vie et tout ça, il y a toujours un petit fond qui pue quelque part, qu'on peut relever, et que du coup quand le poulet prononce le nom de Asa et donc nous révèle en même temps son nom à nous lecteurs pour la première fois, et qu'elle a une espèce de révélation et qu'elle commence à courir vers les autres élèves et tout ça, on a un petit moment d'appréhension déjà avant de tourner la page, et puis effectivement il y a une catastrophe qui se passe, elle s'écrase sur le poulet et son ventre explose. Et c'est ce mélange constant dans Chainsaw Man qui est intéressant. On a à la fois de la cruauté, de l'humour, des choses touchantes et tout ça, et qui se mélange constamment, et qu'il y a une espèce de bataille toujours entre froideur et quelque chose de beaucoup plus premier degré, avec typiquement par exemple Kokepi qui pleure du sang avec son petit nœud papillon et tout ça. Il y a quelque chose dans ce genre d'image où on sait pas trop comment la situer à la frontière de plein de choses, où c'est à la fois débile, à la fois drôle, à la fois triste, à la fois cool aussi. Et c'est vrai que moi typiquement dans les 11 premiers tomes de Chainsaw Man, j'ai par rapport à cet enjeu de créer de l'empathie,
que traverse Denji. C'est quelque chose que moi j'ai échoué à travers ce manga-là et plus généralement dans les mangas de Fujimoto, qui sont donc des BD que je trouve vraiment géniales, mais dans lesquels j'échoue assez globalement à m'attacher et à ressentir beaucoup de choses par rapport à ce que le manga a l'air de vouloir me faire traverser. Et notamment The Look Back, qui est un récit qui va beaucoup chercher à nous toucher, à nous bouleverser. Mais en fin de compte, moi, il y a toujours une espèce de mur qui fait que j'arrive pas à traverser et à rentrer pleinement dans le récit. Et que quand je lis un Chainsaw Man, je reste quand même globalement au point de Denji, qui regarde Aki occupé de pleurer dans sa chambre d'hôpital parce que son ami est morte et me dire oh putain il est occupé de chialer celui-là. C'est pas aussi cruel que ça, mais je garde une espèce de froid et une espèce de distance par rapport au personnage. Et ce qui fait que même la fameuse scène de la bataille de boule de neige qui s'alterne avec le combat contre Aki qui a été possédé, c'est pas une scène dans laquelle je suis rentré du tout et où je me suis dit oh mon dieu c'est tragique et tout ça. Je l'ai lu, mais je suis pas rentré dedans quoi. Et ça j'en parlerai dans la conclusion, mais c'est notamment dû à mon avis en partie à mes goûts personnels en matière de mise en scène, même si je trouve que le découpage de Fujimoto est incroyable. Mais sinon quand même, exception importante dans ce que je viens de dire au niveau des personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé Denji et Power, et notamment dans leur relation. Alors, c'est deux personnages que j'ai vraiment beaucoup appréciés, et Denji je trouve que c'est vraiment un super protagoniste, il me fait beaucoup rire, je le trouve très intéressant, et notamment dans son interaction avec le monde, et dans tout ce qu'il représente, dans la marginalité, dans quelqu'un qui est brut de décoffrage, presque sans filtre et tout, et qui du coup a un côté à la fois fleur bleue et à la fois impitoyable sans presque se rendre compte quoi. Et Power, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit une grosse mytho et qu'elle soit hyper égocentrique, et j'aime bien ce principe de personnage qui normalement devrait être insupportable pour n'importe qui, de réussir à le rendre sympathique au sein d'une fiction et donc de pouvoir les gérer de cette manière-là, alors que dans la vraie vie il devrait juste être invivable et insupportable. Alors qu'ici des défauts vraiment montrés de manière exacerbée et constante la rendent vraiment marrante et attachante. Et cet enjeu du manga entre l'apathie et l'empathie est aussi assez présent je trouve dans le trait et le dessin de Fujimoto, avec des personnages qui ont quand même une corporalité, des proportions très réalistes, notamment dans l'épaisseur des coups qui je trouve joue beaucoup là-dessus. Et ça, comme me l'avait fait remarquer Drams, c'est comme dans Born to be on Air, le dessin ne va jamais partir dans quelque chose de trop cartoonesque ou trop synthétique et tout ça, comme on peut le voir dans beaucoup d'autres BD, dans les moments humoristiques où les personnages vont devenir un peu plus chibi ou des choses comme ça. Ici il va constamment rester dans des traits, dans des expressions de visage que nous-mêmes on peut faire, et que ce parti pris de dessin participe beaucoup à donner une chouette dimension à l'humour quand il est présent. Parce que ça permet de montrer notamment des moments absurdes, sans pour autant avoir de rupture graphique et donc de rupture de ton, et de tout faire rejoindre dans un même état d'esprit, et du coup que l'on soit dans un moment d'horreur, de quotidien, d'absurde, d'humour, tout est toujours pleinement inscrit au même niveau dans notre monde. Et on comprend bien le discours qui peut en ressortir du coup. Et donc il est dans cette espèce d'entre-deux de semi-réalisme, on peut le dire rapidement comme ça, et ce qui fait qu'il a un dessin qui ancre très fortement une espèce de réalité tangible je trouve, et que donc ce côté semi-réaliste, plus le trait de son dessin, plus le type de regard qu'il donne à ses personnages et tout, il y a quand même un côté froid qui peut ressortir de son dessin, mais en même temps il y a toujours ce côté où il réussit à mettre de la fragilité dans son trait, dans les traits de la bouche, dans le grossissement soudain d'un trait, dans son côté un peu hachuré, dans son côté un peu tremblant et tout ça. Il y a quand même une grande sensibilité qui peut ressortir dans le même temps, tout en côtoyant un côté froid ou en s'alternant avec. Et donc comme je disais dans mon autre vidéo, un côté de personnages qui sont tous très à fleur de peau, et qui ont parfois l'air de pouvoir pleurer et craquer à n'importe quel moment, tout en gardant pourtant une espèce de froideur et d'apathie qui peut ressortir très facilement de par son dessin quoi. Donc c'est un truc assez particulier et vraiment il y a une espèce de système complet de cohérence d'auteur qui ressort à la fois dans le dessin, à la fois dans la mise en scène, à la fois dans le propos et tout ça, de jonglage entre des émotions contradictoires qui montrent une espèce de complexité du monde et de micmac où on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut parfois penser face à une scène, face à un perso, face à une situation, et ce qui doit aussi participer à mon effet que j'ai du mal à ressentir beaucoup de choses en lisant un Chainsaw Man, même si j'ai beaucoup apprécié ce tome, qu'il faut peut-être plus se laisser aller que ça en lisant un Chainsaw Man, mais pour autant c'est en jeu de ne pas juste être face à un spectacle cynique et de rentrer dans quelque chose de plus intime grâce aux petites interactions humaines très terre à terre. C'est quelque chose que l'auteur arrive très bien à faire, malgré ce que je peux en ressentir en fin de compte. Enfin bref voilà, je vais commencer à faire de l'analyse de mise en scène pour ce premier chapitre, et on peut commencer par Kokepi qui est donc un poulet sans tête, donc déjà forcément pour rappeler le sort qu'on peut réserver au poulet quand on en tue un, et puis aussi la notion de quelque chose qui est absurde dans Chainsaw Man est un élément important dans la représentation du surnaturel, ce qui va notamment permettre à Fujimoto de faire une espèce de petite blague, de petite parodie de son découpage, en montrant un poster de Kokepi dont le cou est coupé par le cadrage de la case, ce qui est quelque chose qu'il avait fait par exemple via la main coupée qui va tirer le cordon de Chainsaw Man à un moment, et donc de mettre une mise en scène de hors-champ à quelque chose qu'on sait pourtant qu'il n'y a plus rien qui se prolonge derrière, ou à ce moment-là c'était donc pour mettre en avant le fait qu'on est face à une action surnaturelle, et ici c'est assez drôle d'en arriver à ce point-là avec la mise en scène du poulet, parce que ça renforce cette idée de quelque chose qui est déjà bien installé, d'une espèce de routine qui s'est déjà étalée pendant 11 tomes, et donc on arrive à un point dans
lequel on peut en faire des parodies, on peut en faire de l'humour. Un truc aussi très intéressant, c'est qu'on sent que Look Back est donc passé avant Chainsaw Man 12, et que dans Look Back, l'auteur a pu expérimenter un peu d'autres trucs et tout, et qu'il a eu des idées de mise en scène dans Look Back qu'il a pu retransposer dans ce tome, et qui est donc cette manière très particulière d'utiliser une narration pourtant très classique de la BD, qui est donc le fait de composer des séquences de narration très précises, dont le lien narratif est indiqué par la taille et l'emplacement des cases, où ici on va avoir plusieurs demi-pages, avec chacune une disposition et une case de taille qui va se répéter, et chacune d'entre elles va à chaque fois répéter un moment de séquence bien précise et qui peut représenter une espèce de routine comme il avait déjà fait auparavant dans le tome. On voyait la case des élèves que Asa était occupé d'observer et puis à côté son visage occupé de les observer. Et donc dans cette page vous voyez qu'il y avait déjà cette idée de routine où on va nous montrer plusieurs ellipses dans son quotidien avec quand même une idée de montée en intensité parce que sur la droite on voit que la vue sur les élèves s'éloigne de plus en plus, donc c'est la distance qu'elle ressent par rapport à eux, et que sur la gauche au contraire il y a un zoom progressif sur Asa qui donc montre une espèce de montée en intensité aussi dans peut-être sa colère et aussi dans sa pensée et ce qu'elle pense d'eux, vu que ça finit en plus par elle qui souhaite qu'ils crèvent tous. Et du coup dans cette double page avec le groupe de séquences à la Look Back, on voit aussi qu'il y a une espèce de routine qui nous est montrée, aussi bien par ce qui nous est montré dans les cases en soi, que par la disposition des cases qui se répètent. Et donc on peut supposer qu'on va nous montrer sur chaque séquence un nouveau jour différent, et c'est une manière déjà assez maligne de nous montrer des ellipses temporelles entre différents moments, sans pour autant devoir nous indiquer de manière plus explicite avec un texte qu'on nous montre ici un temps qui s'écoule sur le long terme. En plus il y a 3 séquences et donc les élèves devaient passer 3 mois avec le poulet, donc il y a quelque chose de logique aussi là-dedans. Et toujours aussi dans cette idée de quelque chose de quotidien, quelque chose qui se répète, on a de nouveau une montée en intensité de la colère montrée via un zoom sur le visage d'Asa, et qui donc montre aussi encore une fois que la BD se comprend à travers une lecture non linéaire, et donc pas juste case après case les unes après les autres, mais de manière plus globale où on va pouvoir opérer des liens entre des cases qui ne se suivent pas directement dans l'ordre de lecture. Et donc ici, malgré l'euphorie de groupe et tout ça, notamment quand ils vont annoncer que le poulet va continuer à vivre, Asa est constamment toujours montré dans une case isolée du reste du groupe, alors qu'encore une fois la déléguée disait que c'était une décision de classe complète quoi. Et puis le moment où elle va être touchée par le geste de Kokepi, on va montrer une dernière évolution de cette séquence de cases qui se répètent. On va revoir le strip vertical des 3 cases des élèves qu'elle observait et qu'elle méprisait, mais cette fois ici ce sera une longue case de Asa qui va longer les 3 cases d'à côté, et donc il y a une idée qu'elle va prendre en compte l'ensemble de ces événements d'un coup, plutôt que de les mépriser un par un, et que donc en prenant la situation dans sa globalité, elle dit qu'elle comprend et qu'en fait elle enviait les autres de leur amitié et de ce qu'ils vivaient tandis qu'elle était isolée. Et que c'est intéressant parce que ce propos de disposition des cases est aussi amené par l'ordre de lecture que ça implique, où avant on alternait entre cases de droite et cases de gauche avant de passer de nouveau à ce rythme là, tandis qu'ici on peut être incité à d'abord lire la totalité sur la droite avant de passer à la gauche, mais je pense que beaucoup de lecteurs vont aussi simplement prendre la droite comme un bloc complet, en plus c'est des cases qu'on a déjà vues, et l'appliquer sur la case de gauche dans leur ordre de lecture. Mais peu importe l'une ou l'autre façon, on voit qu'il y a une correspondance dans la manière dont un personnage va appréhender une situation par rapport à nous les lecteurs, comment on va appréhender des enchaînements de cases. Et puis donc elle commence à courir vers eux, et ce qui est hyper intéressant c'est l'utilisation que l'auteur a fait du fait de tourner la page, ce qui est donc un moyen pour les auteurs de BD de pouvoir parfois faire une grande transition de lieu ou temporelle ou de séquence aussi. Et donc ici le fait de tourner la page va prendre en charge le moment précis où elle va trébucher, et donc on arrive de elle debout à elle couchée directement. Par exemple dans une adaptation animée on pourrait se dire qu'il y aurait peut-être un écran noir pendant genre 2 secondes avec un paf et puis l'image d'elle qui est tombée, mais ici pas besoin de casse noire avec un paf ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fait de tourner la page qui a pris en charge le truc, et c'est vraiment très particulier comme manière d'opérer une transition de cette manière là sur une action aussi courte. C'est vraiment assez étonnant, et évidemment ça permet de générer aussi l'effet de surprise qu'elle s'est écrasée sur le poulet parce que on arrive sur une nouvelle page et donc on n'a pas pu se spoiler l'action avant de tourner la page, parce que dans une BD pour être sûr d'opérer une surprise graphique, le mieux est de le mettre dès le début d'une première double page, comme ça on est sûr que le lecteur va pas se spoiler l'image avant de la lire dans l'ordre de lecture classique, vu que notre œil peut facilement être attiré sur des cases qu'on n'a pas encore lues. Mais aussi donc ça va permettre de nous faire révéler plus loin qu'en fait pendant cette ellipse de tourner la page, c'est en fait la déléguée qui a fait un croche-patte à ça, et donc ça permet aussi de nous faire accepter cette révélation qui vient plus tard parce que effectivement on n'a pas vu ce qui s'est passé entre temps. Et du coup le poulet il a explosé et on retrouve de nouveau cette image qui en fait compte a plus ou moins le même effet que le poulet qui est occupé de pleurer du sang de son cou coupé. On a de nouveau une image avec son petit nœud papillon et tout ça, peut-être que le lecteur en plus s'est attaché un peu plus au poulet à ce moment là et tout, et donc on est face
face à une situation à la fois absurde, horrible, drôle et cynique, et en même temps avec quelque chose de touchant parce qu'il y a quelque chose de grave, premier degré qui vient d'arriver. Donc c'est toujours ce mélange complet de chaos qui arrive à mettre Fujimoto dans notre ressenti, dans sa narration et tout, et qui est assez cool. Et ici donc Fujimoto fait bien durer le moment en nous montrant plusieurs pages et pas mal de cases entièrement muettes où on est juste dans le constat de l'horreur qui est occupée d'arriver. Et même sur cette page, encore dans une idée de lecture non linéaire, c'est assez cool d'avoir mis le poulet vraiment au milieu de la page, sur une case qui prend vraiment toute la longueur d'un strip, et qui donc se colle vraiment aux cases et aux strips au-dessus et au-dessous d'elle. Et donc à la fois dans le décor, il y a les élèves qui entourent le poulet mort, et occupés de le regarder et qui sont atterrés. Et aussi dans la mise en page, on a toutes les cases qui vont entourer la case où le poulet est mort, et donc il y a une espèce de concordance, à la fois dans le lieu physique des personnages et dans la disposition des cases qui fonctionne assez bien, avec le poulet qui est toujours bien central dans la page. Et donc on peut faire des allers-retours entre le regard des élèves et la case du poulet du milieu qui risque de nous réattirer à chaque fois. Et aussi, elle est assez marquante, je pense même dans notre regard périphérique, par l'image que c'est, le fait qu'elle soit entourée du noir avec le sang, et tout ça. Même quand on ne la regarde pas dans cette page, elle reste, je trouve, dans le coin de notre œil, et c'est assez intéressant dans cette manière de faire. Et aussi, comme c'est une page muette selon les habitudes de chacun, parfois quand une page n'a pas de texte, l'œil peut avoir tendance à davantage se balader. Mais après, je pense que certains lecteurs ou lectrices ont davantage l'habitude de discipliner, on va dire, leur regard, et donc de réussir à mieux continuer une lecture linéaire, même dans ce genre de cas, mais bon, ça c'est selon les habitudes, selon les personnalités et tout ça. Et donc de la marge de liberté que la bande dessinée laisse à son lecteur dans l'expérience qu'elle propose. Et puis Asa va s'évanouir en vomissant évidemment, parce que dans Chainsaw Man on aime bien ça. Et donc là c'est intéressant parce qu'il va d'abord mettre un strip vertical, une lecture qui nous fait aller de haut vers le bas pour accompagner l'idée d'une chute, et sur la case de côté qui donc est un long strip pour nous pousser à de nouveau repartir du haut tout en guidant notre regard vers le bas. Il va mettre à ça les pieds en haut et la tête en bas, mais aussi surtout, il va nous forcer, entre guillemets, de manière forte, à de nouveau partir du haut vers le bas, avec les 3 bouts de texte qui vont dans ce sens, donc c'est très bien fait. Et après s'être évanoui, Asa se réveille dans son lit, et on a le retour pour la première fois de manière assez appuyée dans cette seconde partie, d'une mise en scène déjà vue beaucoup de fois auparavant dans les 11 tomes précédents, qui est donc l'utilisation d'un décor, ici en l'occurrence une bordure de fenêtre, qui va suggérer fortement un rôle de code extradigétique, comme donc le sont les cases et les gouttières. Et puis une fois que c'est installé, ça peut nous pousser en tant que lecteur qui remarque ce genre de mise en scène à davantage être un peu paranoïaque et voir un peu partout des codes de la BD que Fujimoto va mettre de manière méta. Donc parfois, encore une fois, comme je le disais dans mon autre vidéo, de manière un peu gratuite, mais c'est aussi une manière pour lui de constamment nous garder sur le qui-vif, de nous maintenir attentifs aux structures de la BD, même quand elle n'est pas suggérée ou particulièrement mise en avant. Parce que dans Chainsaw Man, comme les structures de la BD représentent le surnaturel et que le surnaturel est très présent au quotidien et peut surgir à tout moment, ça peut sembler assez logique de sans cesse essayer de nous les rappeler, mais ce qui a aussi comme coup de sans cesse nous rappeler qu'on est occupé de lire une bande dessinée, et ce qui peut nous sortir parfois un peu de la lecture selon le type de lecteur qu'on est. Et par exemple ici avec le grillage, on va avoir des cases, puis en dessous avec la lumière et le blanc dans les fenêtres, on va aussi de nouveau avoir le motif de la case qui va revenir et tout ça. Mais donc ici, comme c'est la première fois dans cette nouvelle partie, qui est donc un peu une remise à zéro quand même de Chainsaw Man, c'est la première fois que Fujimoto réinsiste de cette manière là sur ces structures là, après nous avoir fait montrer quelque chose de beaucoup plus quotidien, de beaucoup plus proche de vie. Ici, c'est un indicateur fort, en tout cas pendant ma première lecture, ça m'a indiqué, ah tiens, on va revenir sur quelque chose avec du surnaturel beaucoup plus intrusif et violent, comme il y avait dans Chainsaw Man auparavant, quoi. Et aussi, bon, déjà, on va entrer petit à petit dans cette idée de nouvelle mise en scène que Fujimoto va introduire dans ce nouveau manga, et qui donc va aussi permettre de lui valoriser d'une nouvelle manière un nouveau personnage, un nouveau protagoniste, qui est donc une espèce de nouveau perso principal dans ce manga, et donc c'est bien de la singulariser à travers un nouveau type de mise en scène, pour à la fois asseoir son importance, et à la fois asseoir sa personnalité propre, quoi. Et donc ici, ça va être le cadrage sur les jambes et les pieds, qui est un truc assez marrant en soi, que je me suis rendu compte petit à petit pendant ma lecture, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi il met le focus à ce point-là sur les jambes et les pieds qui viennent depuis un hors-champ et qui sont donc coupés dans le cadre, qui était quelque chose qu'auparavant, il mettait très largement plutôt sur les bras et les mains. Et ici, Fujimoto va donner une variante avec les jambes et les pieds. C'est assez intéressant et c'est assez marrant et c'est même assez logique en fait, mais ça m'a surpris, quoi. Et donc encore une fois, pour renforcer aussi le fait qu'on va entrer dans quelque chose de plus directement raccord avec ce qu'on a déjà vu dans la série, il y a de nouveau, comme pour Denji, le motif de la porte qui toque, qui était donc important dans la première partie de Chainsaw Man, et qui est donc aussi une manière de faire du pied au lecteur en disant regarde, il y a quelque chose qui va arriver, et qui ne va pas juste se résumer à la déléguée et aux profs qui viennent venir voir Asa pour se recueillir sur la tombe de Kokepi. Et donc c'est intéressant avec ces codes intradigétiques parce que ça permet une symbolique du surnaturel, mais ça permet aussi simplement dans la composition de prendre en charge ce qu'une case pourrait faire. Donc j'avais déjà parlé du fait que Asa était souvent très isolé dans sa case par rapport au reste des autres personnages, où
ici avec le fil électrique, bah Asa va être davantage isolée et mise de côté par rapport aux deux autres persos, même si on voit que Fujimoto a mis un poteau pile entre la déléguée et le prof pour aussi leur mettre une séparation, donc c'est marrant parce que au bout d'un moment il a tellement chargé de symbolique les gouttières de séparation, etc., que on vient avoir des signes un peu partout. Mais bon, ça c'est vraiment du détail, c'est moins important, c'est moins appuyé de la part de Fujimoto, même si on peut l'interpréter après coup, si on surintellectualise un peu, le fait que les deux soient déjà plus vraiment sur le même plan, étant donné que la déléguée a pactisé avec un démon. Et dans la continuité de ça, truc hyper marrant, c'est que je me suis demandé, tiens, vu qu'il n'y avait pas des mains avec des débordements pendant toute la première partie du lycée avec Okepi, donc il n'y avait rien de voyant qui pouvait sauter aux yeux, mais après je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il avait quand même mis des mains qui viennent de plus en hors-champ, parce que c'est un type de composition qui peut facilement tomber dans un cadrage assez naturellement, on va dire, mais Fujimoto doit faire attention à son utilisation vu qu'elle a une symbolique précise dans son récit. Et donc en rematant les premières pages, c'est hyper marrant parce que la première fois que c'est montré, du coup, c'est quand les élèves touchent pour la première fois le démon poulet. Donc il y a une espèce de symbolique que le démon poulet incarne du surnaturel que l'on va pouvoir saisir de nos mains, toucher concrètement. Et forcément dans ce manga c'est très logique que ça passe par les mains. Mais surtout, et c'est là que c'est marrant, c'est que la déléguée va plusieurs fois être montrée avec son bras qui vient depuis un hors-champ en comparaison des autres élèves pour qui c'est pas le cas. On va par exemple la voir pendant les séquences où il rigole, elle qui lève sa main devant sa bouche, en comparaison de tous les autres élèves qui ont les bras baissés. Et donc il y a déjà une espèce d'indice très fin qui commence déjà à être mis à ce moment-là, que la déléguée a passé un pacte avec un démon, et donc qu'elle est plus tout à fait humaine. Et par exemple ici c'est marrant, avec en fin de compte déjà un code intradigétique d'une case qui est montré, avec la déléguée qui lève la main, et sur la case juste après, le plan qui vient couper sa main levée, et qui donc sort de ce cadrage intradigétique qui nous était montré, en plus de la page ici, qui est donc une mise en scène de la main qui je pense n'est pas complètement innocente, même si ça reste assez léger, mais que Fujimoto il est tellement systémique dans son utilisation des codes, avec quelque chose de très installé et tout, qu'il peut en venir à mettre des indices de cette manière-là, mais c'est un jeu assez marrant quoi. Et donc ici pendant la transformation de la déléguée, dont on connaît pas le nom, hein, ça aussi c'est important je crois de pas connaître du tout le nom des camarades de classe de Asa, en plus du fait qu'il a fallu attendre que le démon poulet nous révèle son nom, et que donc tout ça montre son côté ultra réservé. Mais donc ici on a de nouveau cette idée de groupe de séquences de même taille par demi-page, et qui se répète, qui est donc une mise en scène que je pense avoir uniquement vue chez Fujimoto, mais aussi chez Yuki Urushibara, dans son manga Flow, qui du coup, en plus de ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, est un second point commun assez fort avec Chainsaw Man, même si clairement ces mangas sont tous les deux extrêmement différents. Mais pour revenir à cette scène, ici il y a une variation forte à la fin, où la case de la déléguée s'agrandit parce qu'elle-même s'agrandit, prend de l'ampleur via son pouvoir du démon. Et là Fujimoto va plus officiellement, on va dire, réintroduire la mise en scène de main qui vient depuis un hors-champ, donc de manière plus voyante et plus appuyée grâce à la notion de débordement qui s'y ajoute. Avec la main de la déléguée qui vient depuis le dessus de la case, qui passe par la marge et même en partie par le pli physique du livre et qui donc traverse différents espaces de la BD pour faire ressortir l'élément comme étant en avant-plan ici par rapport à Asa, mais aussi et donc principalement pour redonner une dimension de surnaturel à l'espace extradigétique de la BD qui confère donc une nature surnaturelle démoniaque à la main. Et puis sur la double page suivante, toujours située en haut à gauche, Fujimoto va faire évoluer cette nouvelle introduction de cette mise en scène en mettant encore plus en valeur la main toute seule, occupée de dépasser et de traverser différents espaces de la BD. Et je trouve ça intéressant que Fujimoto nous ait fait attendre quand même 30 pages, un truc comme ça, pour réintroduire ce truc là, plutôt que de nous plonger directement de nouveau dans une routine, vu que Fujimoto a l'air d'essayer de casser un peu la routine justement qu'il avait instauré dans la P1, et aussi en montrant enfin Denji seulement à la toute fin du manga. Et c'est intéressant parce que sur la double page d'après, Fujimoto va de nouveau utiliser une séquence de cases de même taille pour de nouveau montrer une altération du temps anormale, on va dire, dans l'enchaînement des cases. Avant donc c'était par les groupements de cases pour montrer une espèce d'ellipse dans le quotidien des personnages, et ici c'est pour montrer un temps qui est ralenti et qui s'écoule, comme le temps est en partie sujet à la subjectivité du lecteur dans une BD. C'est assez rare de voir en vrai des ralentis dans les BD, et il faut vraiment mettre des indicateurs graphiques très forts pour réussir à nous le faire comprendre sans ambiguïté, même si ici Fujimoto a quand même mis la phrase juste avant: à cet instant, à un dixième de seconde de la mort, et franchement je me suis senti rassuré. Donc en plus de la mise en page, on a un indicateur qu'on a ici sur un temps qui est ralenti, et ça c'est un truc sur lequel je reviendrai 2-3 fois, une ou deux fois je sais plus, dans ce manga-ci, où Fujimoto va utiliser très bien un truc de mise en scène, mais qu'il va pour autant expliciter, et qui donc c'est dommage quoi. Que la mise en scène se suffit toute seule, je trouve ça plus élégant, c'est des critères subjectifs, hein, mais bon ça c'est peut-être dans mes goûts personnels tout simplement, mais je trouve ça plus élégant de pas l'expliciter avec du texte ou autre quand il n'y a pas besoin de le faire.
Et c'est intéressant le moment où les yeux apparaissent du petit démon mignon, parce que c'est un peu un schéma aussi qui se répète, hein. Le personnage va être sauvé par un démon qui a une apparence mignonne, à la Pochita. Même si bon là le schéma en soi est inversé, vu que dans le cas de Denji c'est lui qui avait sauvé Pochita dans un premier temps, mais en fin de compte la jolie histoire c'est qu'ils se sauvent tous les deux mutuellement dans leur relation. Et donc pour le démon guerre, par rapport à ça, on va voir si Fujimoto va reprendre ce schéma là ou s'il va le twister un peu différemment. Et puis vite fait, tant que j'y suis, c'est marrant sur cette image de voir le petit bonhomme du feu rouge coupé au niveau de la tête comme l'était Kokepi, mais aussi pour montrer des jambes ou des bras qui viennent depuis un cadrage qui les coupe. Enfin bref, une espèce de clin d'œil marrant aussi ici à cet endroit là. Et donc ce que je voulais dire, c'est que juste avant, sur les deux ronds blancs au-dessus du feu rouge, je sais pas à quel point les gens ont directement compris que c'était deux yeux, parce qu'effectivement, comme la case est entourée des deux yeux de Asa qui ont été arrachés, on peut opérer un lien en se disant ah tiens c'est des yeux aussi, donc une espèce de regard à regard qui se fait. Mais la première fois que j'ai vu ça, moi je me suis dit ah tiens c'est des points de suspension comme il y a parfois. Pour indiquer un silence, les points de suspension sont mis en gros dans le décor directement. Et je me suis dit ah tiens il y a que 2 points de suspension ici, c'est bizarre, c'est une drôle de manière de faire. Ça c'est les petites confusions graphiques intéressantes dans la BD. Et puis du coup Asa se fait posséder son corps. Et on est dans ce schéma où le démon de la guerre va vouloir essayer de transformer les autres en armes à l'extérieur de lui. Et que plus tard Asa a l'air déjà de chercher une sorte d'humanité dans le démon guerre et tout. Donc on retombe sur ce schéma entre chercher à objectifier, faire d'un outil son prochain, ou au contraire être dans quelque chose de plus symbiotique et dans une relation plus d'égal à égal. Et du coup, double page suivante, comme le corps de Asa a été pris en possession par le démon, bah on revient un peu sur cette idée qu'il y avait dans le premier tome de Chainsaw Man et que je pense que l'auteur avait laissé de côté, plus ou moins complètement, avant de le faire revenir lors du moment en enfer de manière très importante, très valorisée avec le démon ténèbres, avec ce principe que comme la dimension parallèle est représentée par les codes extérieurs de la BD, et qu'un démon est lui-même en soi surnaturel, issu de cette dimension parallèle, ben il va pouvoir, avec son propre corps, venir structurer la page en soi de manière organique, et donc ici faire en l'occurrence des divisions comme le font les gouttières et les cases. Et vu que c'est une mise en scène qui est quand même assez rare et vraiment privilégiée dans ce manga, c'est peut-être un moyen de nous dire que le démon de la guerre est vraiment très puissant, comme on peut s'en douter, hein, vu son statut. Et du coup la déléguée démon justice va attaquer le démon de la guerre, et Fujimoto va de nouveau montrer un bras qui vient depuis un hors-champ, qui n'est pas montré comme étant directement relié au corps du démon, et donc ça c'est aussi une mise en scène qu'on avait pu retrouver plusieurs fois, notamment avec le démon chauve-souris. Et donc très logiquement, pour montrer sa domination sur ce démon-là, le démon guerre va couper son bras. Et ce qui est intéressant, c'est la mise en scène de Fujimoto, parce que le bras coupé va être montré comme débordant de la case, mais coupé. Et donc c'est une manière de montrer à la fois que le bras a physiquement été coupé, mais aussi que son pouvoir démoniaque en soi a été interrompu. Et puis sur la double page suivante où le démon guerre va achever son ennemi, il va découper son corps, mais également de nouveau un bras. Et donc voilà, il y a vraiment une insistance de Fujimoto là-dessus, et cette fois-ci, bah donc, il va pousser le vice jusqu'à continuer de nous montrer une mise en scène de séparation grâce au code de la BD, et ici le pli physique du livre. Et donc il y a vraiment une insistance presque abusive sur cet aspect-là de mise en scène de Chainsaw Man, quoi, qui est assez marrant. Et puis la spread page complète, qui est donc la première de ce tome, ça a d'autant plus son petit effet comme c'est la toute première de ce nouveau tome, de cette nouvelle partie. Et en plus l'attitude de Asa est vraiment trop géniale, hein, il l'a trop bien dessiné, c'est incroyable, hein, quel beau dessin. Et je trouve ça intéressant sur les deux cases d'après, que donc il y a l'explosion d'intestin qui donc retombe après avoir émergé. Et c'est rigolo cet effet que permet la BD de montrer uniquement des séquences d'images fixes, où ici on a presque l'impression que les intestins reculent et se rétractent pour sortir de la page, c'est assez marrant. Et voilà, c'est dans cette pluie de confettis que se termine le combat entre la guerre et la justice, et voilà, le manga a l'air d'avoir choisi son camp apparemment. Et du coup dans le nouveau chapitre, l'auteur nous met de nouveau cette vue qui va couper le personnage en deux, qui est une mise en scène visuellement un peu marquante pour bien nous indiquer à quel endroit on va se retrouver ici, et donc aussi pour opérer un lien narratif tout simplement, et qui donc peut aussi peut-être indiquer une idée de dualité vu que maintenant elle est double, et donc cette idée de dualité va continuer d'être amenée avec le fait qu'elle va regarder son reflet dans la fenêtre. Et je pense que c'est pas innocent de la part de l'auteur d'avoir mis en transparence du reflet le building qui est en face, vu que dans le contexte de ce manga, un building c'est une représentation assez facile d'une page de BD composée de plein de petites cases, et donc de la dimension surnaturelle de son double, quoi. Et donc avec le démon guerre, ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver cette idée de domination qui est aussi une thématique qui a beaucoup dans Chainsaw Man. Elle va dominer Asa en lui menaçant de la tuer si jamais elle ne lui obéit pas. Le fait qu'elle va draguer l'autre, le démon Hunter, qu'on avait déjà vu de la P1, elle va essayer d'en faire son petit ami, parce qu'elle explique qu'en gros, plus quelqu'un est attaché à elle, plus ça lui coûtera émotionnellement, on va dire, de le transformer, et plus ça rendra à la personne qui l'a transformé en arme puissante. Et donc il y a un peu cette relation à la Makima, où elle essayait de créer un lien affectif avec Denji pour pouvoir le dominer et en fait compte gagner contre lui. Et ce qui montre aussi cet enjeu que de s'attacher beaucoup à quelqu'un, ça comporte des risques parce que ça nous expose à des faiblesses, ça nous rend un peu dépendant émotionnellement, je sais pas trop comment dire ça. Et donc c'est toujours cet enjeu entre chercher soit du détachement, soit de chercher de l'affection, et des enjeux et des coûts
qu'ont l'une ou l'autre décision. Et c'est un truc intéressant parce que Chainsaw Man, je pense que ça critique beaucoup les structures de domination et tout ça, mais en même temps Fujimoto met une dimension érotique à la domination, c'est quelque chose qu'il a l'air de fantasmer. Et on retrouve ce mélange d'ambiguïté, de pensée paradoxale, etc., de laquelle émerge une espèce de complexité qui est dure à démêler, et donc c'est une espèce d'équilibre avec lequel il joue extrêmement bien, je trouve, et qui se ressent aussi, je trouve, dans sa manière d'appréhender la mise en scène, où il y a quelque chose d'extrêmement mécanique, systémique dans la mise en scène de Fujimoto. Je pense que c'est un des auteurs le plus systémique que j'ai jamais vu de ma vie, mais dans le même temps, dans cette espèce d'application presque mécanique, il arrive à mettre beaucoup de sensibilité, de choses surprenantes, de rythmes étranges qui vient presque donner un contretemps à la narration et tout ça, et donc réussir quand même à instaurer dans son découpage plus global des parts où on a l'impression que c'est fait un peu plus instinctivement, ou c'est fait de manière un peu plus relâchée et tout ça, et donc il y a une espèce d'équilibre entre ce côté très mécanique et plus organique, qui est quelque chose d'assez fascinant dans ce manga pour moi. Et du coup, pour revenir ici, Asa essaye de toucher le démon en guerre avant que celui-ci ne lui explique qu'en fait il n'est qu'une illusion générée par son cerveau. Et donc ici, on retrouve de nouveau l'intervention de la main qui va traverser le corps illusoire, et qui dans le même temps va traverser la case, et que donc il y a à la fois une traversée physique et de dimension surnaturelle dans ce geste d'Asa. Et donc là, le démon guerre explique à Asa pourquoi il fait ce qu'il fait, et c'est parce qu'il veut trouver Chainsaw Man en fait. Et donc là, bon, c'était déjà introduit un peu avant avec le fait que maintenant il y a une marque de nourriture Chainsaw Man et des choses comme ça. Et donc dans ce manga, il y a cette continuité qui avait vraiment à la toute fin de la P1, de Denji qui va être mis sur une espèce de piédestal, qui va être sacralisé dans un statut de héros. Et du coup, dans ce tome 12, Denji va vraiment intervenir à la fin du manga. Et tout au long des pages juste avant, on va pas arrêter de parler de lui comme une espèce de légende, et le fait qu'on ne le montre pas, il y a quelque chose d'insaisissable, quelque chose de... quelqu'un qui a l'air omniprésent de la vie des personnages et qui pourtant n'est pas là, qui donc montre toute l'ampleur qu'a pris le personnage au sein de cet univers. Et c'est intéressant déjà parce que le tome 11 finissait avec Denji mis vraiment en valeur comme une figure de super-héros, avec une scène qui me semble assez classique des super-héros, avec un monstre qui attaque une ville, les habitants qui s'enfuient, et à contre-courant, le héros qui va s'avancer vers le démon tout en enlevant son costume de civil pour montrer son apparence de super-héros. Et là, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais je suis sûr que c'est quelque chose qui s'est vu dans Superman, dans Spider-Man et tout ça, et que donc ce truc très classique, c'est aussi un moyen de rattacher Denji à ces grandes figures de super-héros et de pop culture. Et là, pour moi, le fait qu'il soit dans un lycée avec une double identité cachée, etc., ça me fait directement penser à Spider-Man, évidemment. Mais ici, ça va être désamorcé à la fin avec Denji qui, au contraire, essaye de faire comprendre à tout le monde qui il est, et d'en fait compte que tout le monde devine son identité, comme ça il pourra profiter de sa célébrité. Donc c'est toujours très drôle de cette manière que Denji a de tout désamorcer constamment, par son côté un peu bas du front, quoi. Ce qui est donc un bon type de personnage pour que Fujimoto puisse à la fois s'inscrire dans des structures et des codes connus, tout en y ajoutant toujours une certaine nuance, une certaine ironie, une certaine déstructuration, je suppose on peut dire, avec ce type d'unique personnalité qu'est Denji, et de marginalité incontrôlable, et qui va jusqu'à faire peur aux démons et peut s'affranchir de leur domination. Et sinon, je trouve ça aussi assez intéressant que Asa était d'abord montrée comme quelqu'un donc assez secrète, et que donc on va nous montrer principalement sa pensée. Elle va assez peu s'exprimer à voix haute au final, et elle va beaucoup garder tout pour elle-même, et donc on va beaucoup nous montrer qui elle est par sa pensée. Et que donc là, elle va être envahie par quelqu'un qui lit toutes ses pensées en fait. Et que donc elle est forcée de perdre cette intimité et cette réserve qu'elle a, vu qu'elle est obligée de la partager avec quelqu'un. Et donc cette idée de mise en scène de la pensée, c'est utilisé de plusieurs manières par Fujimoto. Déjà de la manière dont il va parfois disposer Asa et le démon guerre, l'une par rapport à l'autre, ou grâce au fait qu'elles aient des cheveux noirs opaques, il va pouvoir mélanger directement le sommet des crânes des deux personnages, l'une contre l'autre, que ça soit dans la case directement ou à travers deux cases différentes, et donc fusionner le crâne et donc la pensée des personnages ensemble. Et donc le fait que la bulle a une présence physique dans la case, c'est aussi quelque chose que l'auteur va pouvoir utiliser. Avec ici, quand Asa dit qu'elle va en fin de compte essayer de trouver des Devil Hunters pour expliquer sa situation, ils essayent de régler ça pour elle. Il y a donc déjà cette idée que la dernière case de la page de droite et la première case de la page de gauche se correspondent d'un point de vue la taille, d'un point de vue leur remplacement, et qui se suivent directement dans l'ordre de lecture et tout ça. Il y a aussi du placement de Asa sur la droite des deux cases et tout. Donc il y a un visuel, un graphisme qui va nous pousser à créer un lien fort entre ces deux cases là. Et donc sur la première case, la bulle de pensée de Asa est montrée donc sur sa gauche, et puis sur la case d'après, à la place de cette bulle là, on va voir le démon guerre qui répond à la pensée de Asa et qui lui dit: si tu révèles mon existence à qui que ce soit, je te tue. Et donc grâce à son emplacement commun avec la bulle de pensée, plus le fait qu'elle lui réponde, plus le fait que la masse noire de leur corps se mélange et tout, on comprend à ce moment là qu'elle entend les pensées de Asa, et que donc Asa ne peut rien lui cacher. Et donc voilà, c'est une utilisation de l'emplacement symbolique de la bulle qui est vraiment cool. Et encore une fois, c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'ici Fujimoto se soit de nouveau senti obligé, même si c'est peut-être pas à la manière de le dire, mais en tout cas ait explicité juste après le fait que le démon de la guerre entende les pensées d'Asa, puisqu'elle va le dire je suis toi, comment veux-tu me cacher ce que tu penses. Tout était mis en place pour qu'on comprenne ça instinctivement, soit que ça avait besoin d'être explicité, et pourtant ça a été explicité, et c'est un peu dommage je trouve. C'était vraiment une mise en scène élégante et qui se suffisait à elle-même. Et dernier truc de mise en scène de la pensée, c'est aussi intéressant donc d'avoir montré ici à un moment
moment où l'héroïne se souvient de Kokepi qu'elle a écrasé. Donc d'avoir montré la case de Kokepi dans le prolongement de sa tête, qui est donc un moyen d'encore une fois utiliser l'espace symbolique de la page et du corps pour montrer que cette case se passe dans sa tête est en fait une pensée. Et aussi le fait que la personnage soit vraiment courbée et vraiment sa tête plongée vers le bas, et que la case sanglote de Kokepi soit juste au-dessus, il c'est aussi une autre utilisation symbolique de l'espace de la page, parce que ça montre une idée d'écrasement de quelque chose qui vient mettre du poids sur la tête de la personnage, et donc de la culpabilité, et donc que c'est quelque chose qui lui pèse, sans mauvais jeu de mots quoi. Et du coup dans le chapitre 100, ça va être l'instauration plus claire et plus forte de la mise en scène des pieds et des jambes. Et d'ailleurs le chapitre il s'appelle Comment marcher pieds nus, voilà, c'est pas innocent. Aussi par exemple le fait que quand elle va se faire harceler à ça va être via ses chaussures, c'est encore une fois une manière de nous rappeler la symbolique des pieds et des jambes, etc. Et que du coup comment marcher pieds nus c'est aussi comment continuer d'avancer même si ça nous fait mal, et peut-être aussi, et ça peut être un peu plus dans la surinterprétation, mais il y a un côté aussi se mettre à nu, et que donc quand on est exposé à une certaine faiblesse, de comment aussi ça peut être transformé en quelque chose de positif, comme ici grâce au personnage de Yuko, qui va transformer un moment assez sombre, assez compliqué, en quelque chose duquel va émerger de la poésie, une amitié, et en un bon souvenir pour Asa. Donc il va y avoir une insistance progressive pour nous montrer l'importance que vont avoir les pieds et les jambes dans ce tome, et aussi donc pour le personnage d'Asa, ce qui est encore une fois un moyen de la singulariser au sein de l'univers de Chainsaw Man, et aussi apporter un peu de son neuf à la mise en scène pour marquer cette P2, tout en y mettant une sorte de continuité. Et donc on va aussi avoir pas mal de cases tout au long, je pense du tome 12 si je me souviens bien, de cases qui vont représenter de l'angoisse, donc de la pression, etc. Et Fujimoto, je le dis vite fait avant de passer au truc des pieds, va notamment montrer ça en montrant un zoom progressif sur Asa, mais en y ajoutant en plus une case de plus en plus petite à mesure que le zoom se fait, et ce qui donc va encore renforcer cette impression d'étouffement et donc d'angoisse du personnage qui est occupé de suer et de plus en pouvoir de sa vie. Et donc utiliser une case étroite, c'est un moyen, on va dire, courant de la BD de représenter une angoisse, mais le fait d'y ajouter une idée de resserrement de cases et de zoom, c'est un bon moyen d'encore renforcer cet effet, et c'est assez malin quoi. Et donc ici, vu qu'on lui a salopé ses chaussures, Asa va devoir rentrer à chaussettes, et c'est là que Yuko, sa nouvelle camarade de son club, intervient. Et Yuko, voilà, je me suis déjà attaché au perso, je l'aime déjà beaucoup, ses petites mimiques, son chara-design, ce qu'elle fait, tout ça, je me suis déjà attaché au personnage, donc ça c'est assez cool. Et donc Yuko va tenter de créer un moment avec Asa, en lui partageant une de ses chaussures, et comme ça elles vont se mettre à courir toutes les deux. Et donc il y a une idée de partage de la douleur, partage du fardeau, l'une par rapport à l'autre, que Yuko offre à Asa. Et donc Fujimoto va continuer de mettre pas mal de plans de jambes coupés dans le cadrage, avec déjà par exemple quand elle croise ses camarades de classe avec qui elle est super en froid, il va montrer deux cases qui montrent chacun marcher dans un sens opposé, donc pour montrer leur opposition tout simplement. Et au contraire, quand Yuko et elle sont occupées de courir, il va montrer deux cases de jambes semblables qui se complètent déjà parce que chacune a une chaussure et l'autre pieds nus. Et en plus, les deux cases sont de même taille, alignées de telle manière qu'on les compare, et donc il y a une idée de quelque chose qui vient se compléter l'une par rapport à l'autre, et notamment l'idée d'un même mouvement montré en deux temps et qui est pourtant sur deux personnages différents. Et puis sur la case juste après, il va continuer de prolonger cette idée de mise en scène et de cohésion, en utilisant de nouveau le fait de fusionner un groupe de cases en une grande case qui prolonge le groupe de cases d'à côté, où ici, dans la composition, il va vraiment mélanger complètement les quatre jambes ensemble, et donc cette idée d'union qui est occupée de se créer entre les deux personnages, qui prend encore plus d'importance sur la page de gauche, qui est une illustration complète assez jolie, des deux personnages réunis, occupés de courir. Et puis, chapitre suivant, en fin de compte, Asa va rendre les chaussures de Yuko, parce qu'elles sont trop petites, on sait pas si c'est vrai ou pas, peu importe. Et là, Fujimoto va mettre une mise en scène deux fois d'affilée, donc de manière assez suspecte, les bras de Yuko depuis un hors-champ, il va les couper d'abord avec les bulles, ce qui est donc quelque chose d'assez rare, et puis dans la disposition des cases, assez bizarre. Et donc pour le moment, dans le tome 12, on sait pas encore trop si c'est un indicateur de quoi que ce soit par rapport au personnage de Yuko, si elle a quelque chose de plus suspect ou pas. J'avoue que ça m'a un peu perturbé ce passage-là, parce que comme je disais, quelque chose de très mécanique chez Fujimoto, etc. Et là, on a quelque chose qui a l'air un peu plus gratuit, et pourtant qui est très insisté, donc je sais pas trop quoi penser pour le moment. J'attends de voir le prochain tome pour voir s'il y a quelque chose qui se confirme par rapport à Yuko ou pas, et si c'est pas le cas, je vais devoir un peu remettre en question certaines choses. Et puis on a la nouvelle intervention du démon chauve-souris, de ce bon vieux démon, qui était dans le tome 1 de Chainsaw Man, et donc toujours dans cette idée de passer un peu le flambeau à ce nouveau personnage qui a son origin story avec sa propre Pochita et tout ça. Et ici, on a une traversée vraiment très marquée, très abusée de la main du démon chauve-souris. Et ici, j'aime bien le fait que donc Asa, elle va devoir s'enfuir parce qu'elle n'est pas en mesure de l'affronter actuellement. Et donc il y a ce strip assez particulier pour montrer que Asa est occupée de reculer. D'abord donc il y a le plan sur le démon guerre, puis sur elle en plus éloignée. Et donc comme c'est quand même plus ou moins deux itérations d'elle-même, ça donne déjà une idée de recul quoi. Et puis tout en dessous, directement collé à elle, il y a ses pieds en hors-champ qui reculent, qui donc vont vers l'arrière. Mais le fait que cette case soit aussi collée à sa représentation du haut de son corps juste en haut, c'est intéressant parce que ça met vraiment en liaison ces deux cases, et ça représente vraiment bien le mouvement, je trouve, de quelqu'un qui reste face pour observer le danger, pour pas
le perdre de vue, tout en commençant à reculer petit à petit. Et puis le déclenchement de la course plus concrète où elle va se retourner pour courir est pris en charge par le fait de tourner la page et par le fait que les pieds vont être montrés dans l'autre sens d'un seul coup. Et voilà, c'est une représentation, quand on y pense, quand on y réfléchit, assez étrange du mouvement, de direction et tout ça, mais ça fonctionne extrêmement bien, c'est très cool. Et donc nouveau chapitre, sauver le chat, qui est aussi un parallèle par rapport au démon de Power, je suppose, et donc d'un enjeu affectif et d'une symbolique forte pour un personnage, où on a cette assez cool double strip qui donc prennent toute la largeur de la double page, où on va de nouveau avoir une idée de code extra-diégétique mis dans le décor, que le démon chauve-souris va complètement venir chambouler et détruire, encore une fois dans l'idée que les démons sont tellement puissants qu'ils viennent transcender et déformer la structure même de la BD. Et toujours encore une fois un moyen, encore et encore et encore, de montrer une main qui vient depuis un point extérieur grâce à des gouttières artificielles de séparation. Mais ici on commence à mettre en parallèle les mains par rapport aux pieds, attention attention, avec sur la gauche Asa et Yuko qui elles ont leurs jambes séparées par la fausse gouttière de séparation plutôt que leurs bras quoi. Et puis donc très logiquement l'enjeu de Asa par rapport à Yuko, c'est que Yuko s'est blessé à la jambe et donc le démon de la guerre va pousser Asa à transformer Yuko en arme pour pouvoir se défendre en disant qu'elle est foutue, qu'il est temps d'être égoïste et tout ça. Et donc de se détacher on va dire de conventions humaines et d'être dans une position complètement nihiliste. Et donc il va y avoir un moment d'enjeu où Asa va être dans un conflit interne à la fois de flashbacks, de souvenirs, du mépris d'un côté de sa classe et de la gentillesse de Yoko de l'autre et tout ça, et de comment considérer ce qui s'est passé avec Kokepi, si c'était un acte égoïste ou si elle le regrette sincèrement et tout ça et tout ça. Et donc suite à ces réflexions, voici la double page qui va cristalliser ce moment d'enjeu et nous enclencher vers la décision de Asa. Et donc c'est assez cool parce que la disposition des cases ne force pas à une lecture linéaire stricte, il y a vraiment une idée de pouvoir se balader à travers cette page là, et notamment donc faire des liens qui vont de haut en bas comme de droite à gauche, avec de haut en bas, c'est-à-dire la hache, et puis la main qui vient depuis l'extérieur de la page, et donc la main comme représentation de l'enjeu de pouvoir et de domination dans ce manga, qui ici se tend vers la hache qui pourrait servir à tuer Yuko. Mais donc, encore une fois, dans cette idée de confrontation bras et main, c'est assez bizarre d'en parler comme ça, mais ça m'a l'air d'être le cas dans ce tome. Eh bien, on voit en fait qu'à droite, c'était sur le strip du milieu qu'il y avait la main et la hache, et maintenant à gauche sur le strip du milieu, et donc il y a vraiment un parallèle qui se fait notamment par la forme de ces cases, l'une par rapport à l'autre, qui sont très semblables. Et bien à la place de la main et de l'arme, il y a une jambe qui avance, et qui montre sur la page après que Asa a pris sa décision qui est de sauver Yoko, plutôt que de la tuer. Et ce qui est intéressant aussi, qui est une autre manière de montrer ce conflit interne qu'elle avait, c'est que juste avant, au-dessus de la tête d'Asa, il y avait tout un espèce d'assemblage de tuyaux, qui avait l'air de montrer une espèce de déchirement interne, et de poids sur la tête, et de confrontation interne de la personnage, qui peut rappeler la structure des cases qu'il y a juste après, hein, pourquoi pas. Mais qu'on voit qu'après il y a une évolution de la mise en scène de ces tuyaux au moment où elle a choisi de sauver Yoko et donc elle a pris une décision sur sa vie et sur sa vision du monde aussi, hein, plus globalement. Et bien les tuyaux ne vont plus paraître déchirer le plafond dans tous les sens, ils vont au contraire servir un peu comme des lignes de vitesse et accompagner le mouvement de la personnage dans sa fuite vers l'avant quoi. Et donc ça c'est un lien qu'on peut opérer dans sa mémoire et que moi je pense que dans ma première lecture quand j'ai vu les tuyaux sur cette seconde fois, je suis retourné 3 pages plus loin pour vérifier et comparer les deux et me dire ah effectivement il y a eu une évolution et donc il y a un enjeu symbolique qui a été montré ici, et que ça c'est un côté pratique dans les bandes dessinées, un jour je vais arrêter de le répéter promis, et que c'est facile de retourner en arrière dans sa lecture pour vérifier quelque chose, et que ça peut faire partie pleinement du rythme du récit et de la lecture que de revenir en arrière, et que donc la BD est une fiction qui prend aussi en charge des interruptions et des retours en arrière avec fluidité, que permet le format livre, PDF, etc. quoi. Et puis juste après, Asa qui retombe dans ses déterminismes, et qui en fin de compte échoue en chutant encore une fois, et donc là on comprend qu'en fait, elle dit c'est vrai j'oubliais, dans les moments importants, systématiquement, je trébuche. Et donc on comprend que ce qui s'était passé avec Kokepi, en fait, c'est une espèce de malédiction qui semble la suivre, et que ces chutes qui gâchent les moments de sa vie entraînent à chaque fois des catastrophes. Et qu'encore une fois, je vais me plaindre, hein, mais c'est pas du tout pour dire Fujimoto, il aurait dû faire ça, moi je sais ce qu'il faut faire. C'est juste par rapport à mes impressions et mes goûts personnels, etc. J'aurais trouvé ça cool qu'il n'y ait pas la case du haut où on voit son pied trébucher sur une dalle. Parce que j'aurais bien aimé que ce soit fait exactement comme sur la case de Kokepi, où on la montre juste par terre, et ce qui aurait rendu, je trouve, ce moment encore plus dramatique et de l'ordre de l'inévitable, quoi. Et du schéma qui se répète, on tourne la page, elle est par terre, sans montrer de quelle manière exactement elle a chuté, mais elle tombe parce qu'elle doit tomber et que c'est son destin, quoi. Et que cette idée de boucle et de cycle infernal qu'elle vit aurait été plus fort, je trouve, si ça avait été réappliqué exactement de la même manière que sur Kokepi. Mais après, je me dis que peut-être que l'auteur
a décidé de pas faire ça et de montrer quand même une case avec elle qui se prend les pieds dans la dalle, pour pas que le lecteur se dise peut-être ah tiens, est-ce qu'on lui a de nouveau fait un croche-pied, parce que vu que après la déléguée avait dit qu'en fait elle avait fait un croche-pied à Asa, ça avait impliqué que le fait de tourner la page pour montrer une chute directe pouvait impliquer l'idée d'un croche-pied, et donc peut-être qu'on aurait fait un lien de narration qui n'aurait pas eu lieu d'être en se disant tiens, quelqu'un lui a fait un croche-pied ici aussi, ce qui n'est pas le cas. Mais je sais pas, je trouve que ça... ça me frustre quand même un peu parce que je trouve que ça aurait été plus grandiose soit la case du dessus quoi. Mais bref, c'est aussi pour montrer à quel point l'enjeu du pied, des jobs, de la course, de la marche est importante pour le personnage de Asa, et même déjà ça l'était au moment de Kokepi du coup. Et qu'ici donc cette case du dessus est aussi un moyen pour l'auteur de lui permettre de montrer un job qui vient depuis un hors-champ, qui est coupé dans le cadrage, et donc ça lui permet d'opérer d'une autre manière une continuité graphique, narrative qu'il a mis en place pour ce personnage. Donc voilà, il y avait un choix à faire, quoi, on va dire. Et du coup, après, on a une continuité de flashback jusqu'au moment où on voit le moment où sa mère va mourir. Et donc, il y avait un démon tornade ou je sais plus quoi qui attaquait un quartier. Et puis, Asa a vu un petit chat blessé à la patte, comme Yuko l'était. Elle décide de le sauver. On tourne la page, et là, elle est par terre d'un seul coup. On revient à cette mise en scène-là, même si là, c'est de manière un peu moins marquante, on va dire, parce qu'elle était déjà plus penchée. Et puis, en plus, après, c'est sur une petite case et tout ça, mais bon, bref, peu importe, c'est pas censé avoir autant d'impact parce qu'on est tombé dans une espèce d'avantage de routine. Mais le fait de tourner la page continue d'être une mécanique de montrer un moment où de bascule où elle va chuter, et c'est intéressant parce que ça a été fait 3 fois par l'auteur du coup dans ce manga je crois, et c'est très intéressant d'avoir utiliser la mécanique, on va dire, de tourner la page dans le propos de sa narration. Mais du coup voilà, en voulant sauver le chat, sa mère a dû protéger sa fille, elle s'est fait choper par une voiture. Et puis maintenant, on retourne sur la prolongation d'une scène qu'on a vue avant, au moment où Yuko est arrivé chez elle et qu'elle lui file ses chaussures. Donc c'est intéressant, cet enchaînement de flashbacks, je trouve que ça fonctionne assez bien. C'est une narration qui fonctionne très bien, qu'on comprend très bien instinctivement. L'auteur a quand même séparé les 3 moments de flashback très différents sur des doubles pages différentes, et donc ils sont pas situés au sein de la même double page, donc il y a quand même une idée de séparation. Et la continuité est prise en charge par la logique narrative et par le fond noir qui nous dit qu'on continue d'être dans un flashback. Et donc voilà, il faut pas plus de chichi que ça en soi. Et donc ici c'est intéressant parce qu'on revient, je sais pas s'il y avait déjà ça dans Chainsaw Man, mais en tout cas il y avait ça dans Look Back, avec le fait de montrer un enjeu de la position entre 2 personnages, où ici on va d'abord nous montrer Yuko et Asa toutes les deux de profil de manière répétée, où Asa va essayer d'être dans un rejet du bon geste qu'essaie de faire Yuko, mais Yuko a l'air de bien comprendre Asa et donc va trouver les mots qu'il faut. Et donc dans cette première partie de phrase qui va faire pencher la balance pour Asa, Yuko est montré de face, et puis Asa toujours de profil, et puis on tourne la page, il y a un zoom sur Asa qui donc montre une montée en intensité et un climax on va dire de la suite de sa phrase qui va faire un choc pour Asa. Et là au moment où Asa va être marquée par cette phrase, elle va être montrée davantage de face par rapport à avant, parce que la position de profil constante chez Asa était déjà utilisée auparavant dans le manga pour montrer des moments où elle essaye de se garder une composition on va dire, où elle essaie de se maintenir fermée, stricte, de ne pas s'effondrer face à des situations compliquées, à essayer de ne pas trop ressentir de choses en nous la montrant constamment de profil, et donc du parcours de personnage qui est montré par les enjeux de cadrage de son visage. Et donc comme dit Yoko, elle va essayer de rester fidèle à ses sentiments, de les assumer et de ne pas s'effondrer si quand elle le fait ça finit par échouer, et donc de continuer d'essayer de croire en la vie tout simplement. Et je trouve ça assez cool que la dernière case du flashback soit le pied montré tourné vers la gauche, donc dans le sens de lecture, et que sur la grande case d'après, on revient dans la scène de fuite, l'auteur a fait un cadrage où il nous montre qu'une seule de ses jambes, qui est donc une répétition de nouveau d'un pied qui va vers la droite. Et c'est assez cool tout simplement pour opérer un lien entre les 2 passages, et aussi pour nous montrer une idée de déterminisme de quelqu'un qui continue d'avancer coûte que coûte, et que s'il avait dessiné le 2e pied, le lien aurait été moins fort, donc c'est assez cool. On peut aussi noter que toutes ces séquences de flashback a été ouvertes et fermées de la même manière, c'est-à-dire avec chacun d'un côté une page avec fond blanc de narration normale, ce qui lui permet d'ouvrir et de fermer une séquence assez proprement et de mieux opérer la transition. Et puis sur la double page après, c'est aussi assez sympa de nous la montrer de face, occupée de courir, donc déterminée en se faisant poursuivre par le démon. Et donc voilà, le dessin de course c'est assez beau et tout, mais en même temps, le fait de la montrer constamment au milieu de cases donne un peu presque une idée de surplace malgré la course, et donc de tension qu'elle va se faire rattraper quoi. Le démon, lui, il est montré mouvant d'abord sur la gauche, puis sur la droite, et puis finalement au milieu de plus en plus grand, et que donc même si les 2 personnages avancent dans le dynamisme de leur position dans les cases, il y a une impression de vitesse qui est très différente. Et puis il y a cette case qui fait écho à celle de la chauve-souris qui débarquait sur le double strip là, et qui donc vient déstructurer le décor / code de la BD, où l'auteur a poussé le vice jusqu'à nous mettre un bord de fenêtre le long du pli physique du livre, donc un jour il va être à court de munitions, non je crois pas, mais il y a toujours une insistance, il essaie toujours de se renouveler un peu et tout ça, donc c'est assez marrant, c'est assez cool à observer l'évolution de la mise en scène dans ce manga. Fujimoto il se gratte beaucoup la tête,
Et la scène est un peu confusante, hein, on sait pas trop ce qui se passe avec Chainsaw Man qui en fin de compte débarque et qui est occupé de bousiller un autre démon. Et donc voilà, il tue le démon chauve-souris sans même s'en rendre compte, tout en combattant quelque chose d'autre. Et donc voilà, c'est une manière simplement de trivialiser le démon chauve-souris qui était un enjeu compliqué dans le premier tome et que Chainsaw Man a largement dépassé parce qu'il le tue sans même s'en rendre compte quoi. Et on continue dans cet enjeu de nous montrer des échelles de puissance par de la destruction du décor qui peut faire penser à de la page de BD. Je sais pas à quel point au bout d'un moment c'est abusé de chercher des signes partout, mais j'ai l'impression que Fujimoto nous pousse à faire ça aussi, donc et c'est quelque chose qui peut me déranger habituellement, mais je trouve que dans Chainsaw Man ça se justifie assez bien. Et donc ici du building encore une fois qui peut faire penser à une page de BD et qui finit par être entièrement détruit par le personnage. Et donc à la fois le building et à la fois la page de BD structuré, bah c'est une double démonstration de puissance on va dire. Et encore une fois, hein, comme c'est à la fois génial et simple on va dire, entre guillemets, l'idée de mise en scène de Fujimoto d'utiliser la code de la BD comme représentation du surnaturel, pour le dire rapidement, ça peut facilement pousser à donner des envies de ce qu'il pourrait faire avec encore davantage et tout ça. Et typiquement la case où il détruit entièrement le building, moi j'aurais kiffé par exemple que le building soit entièrement mis de la page complète, que ça déborde de toutes parts, et qu'on ait vraiment l'impression que ce soit la page qui explose en plein de petits morceaux, plutôt que d'avoir une vue éloignée comme ici sur le building quoi. Et encore une fois c'est pas pour dire Fujimoto il aurait dû faire ça, je sais mieux que lui, c'est juste que son dispositif de base de mise en scène fait rêver et donc ça nous pousse à fantasmer toujours plus. Enfin bref, il va continuer de mettre en scène les mains, les bras de plein de manières différentes hein, comme d'hab, et Fujimoto va reboucler avec de la narration précédente de nouveau en nous montrant une prise d'otage du démon avec Chainsaw Man qui doit faire un choix, et ça va être une manière pour l'auteur de désacraliser la position de héros modèle qui pouvait être représenté jusque là dans ce manga de Chainsaw Man en tant que légende fantasmée, et de nous montrer qu'en fin de compte il va laisser crever tout le monde et que cette case où les cris sont partagés à la fois par le mec qui tombe, par la voiture et par le démon surpris, c'est vraiment très marrant comme idée de mise en scène, ça fonctionne extrêmement bien, et que Denji, fidèle à ses sentiments comme dirait Asa ou Yoko, décide de sauver le petit chat plutôt que les pauvres humains qui se sont fait exploser quoi. Et que donc c'est de nouveau une manière de nous montrer ah oui, être fidèle à ses sentiments, c'est beau et tout ça, envers et contre tout, et qu'est-ce que ça peut impliquer en fin de compte, et donc de mettre une part d'horreur dans des bons sentiments, qui appliqués, on va dire, de manière bête et méchante, ont des conséquences un peu catastrophiques. Et puis du coup, on revoit enfin Denji qui discute, qui papote et tout ça, il est toujours aussi drôle, j'aime toujours autant ce personnage, parce qu'il a une part de désinvolture et de côté imbécile, on va dire, qui est presque devenu typique des héros de shonen, pour le dire un peu largement, mais que ce soit par son physique, par rapport à ces trucs concrets, par rapport à ce type de personnalité, etc., il arrive toujours à me surprendre quand même, et pas tomber dans cette caricature justement, qui devient un peu éculée. Et pourtant c'est une scène déjà vue, hein, mais le personnage classe qui va être déstabilisé par le personnage brut de décoffrage, et c'est un truc qu'on a déjà vu plein de fois, et pourtant ici Yoshida qui est déstabilisé par ce que Chainsaw Man fait et dit, ça fonctionne trop bien, c'est tellement drôle les moments de silence, les moments où il est un peu bouche bée, tout ça, alors que c'est le personnage qui a l'air d'être dans un maintien de lui-même très fort. En fin de compte il est juste tellement déstabilisé par qui est Denji, que ça finit juste sur lui perplexe dans une grande case de silence qui moi m'a vraiment fait beaucoup rire, j'ai beaucoup aimé. Et que j'ai trop hâte de voir Denji dans un contexte d'école. Il y a sûrement plein de gens qui ont déjà lu du coup les scans et tout ça. Et c'est vrai que dans Chainsaw Man, moi les passages de combat et tout ça, ils sont vachement cool et tout ce qu'on veut, hein, mais... Et c'est peut-être un mood dans lequel je suis en ce moment, je sais pas trop. Mais moi j'aime beaucoup les scènes très quotidiennes, très terre à terre on va dire, qui avaient notamment un peu dans Chainsaw Man, même s'il y a toujours de l'absurdité et du surréalisme qui vient même dans les scènes quotidiennes, notamment celle du bar où il mange entre collègues et qui finit par la meuf qui lui vomit de la bouche là. C'est des choses que moi j'aime bien voir dans les mangas, et j'aimais beaucoup la première partie avec Kokepi où on mettait quand même une part de surnaturel mais mise de manière très sobre avec des petits enjeux du quotidien et tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc dans One Piece également, hein, quand ils sont entre deux aventures, quand ils voyagent entre deux grandes îles et qu'ils sont juste occupés de chill et de déconner sur le bateau ensemble entre poteaux, parce que c'est des moments vraiment trop cool dans One Piece que j'aime beaucoup. Parce que ce que j'aime bien aussi, c'est le fait de montrer des scènes très quotidiennes dans un univers qui est pourtant extrêmement excentrique, loufoque, écrasant même, et que au milieu de tout ce chaos, montrer quelque chose de très terre à terre, de très tranche de vie, c'est vraiment une ambiance particulière et quelque chose que j'aime beaucoup retrouver, et que j'espère voir un peu dans Chainsaw Man après. Et forcément je suis très curieux aussi de voir l'évolution de la mise en scène des pieds, qui a donc l'air d'être mise en opposition par rapport à la mise en scène des mains. Donc les mains comme enjeu de pouvoir, et les jambes et pieds davantage comme justement un refus de ce pouvoir là, d'un choix on va dire qui a un peu plus d'humanité.
et que même s'il y a un parallèle entre les pieds et les mains dans leur mise en scène, les pieds n'ont pas encore eu une mise en scène de débordement de cases, elles ont juste eu l'idée de hors-champ et de couper dans le cadrage. Et du coup, à voir si Fujimoto va finir par faire évoluer la mise en scène des pieds de cette manière-là, et de quelle manière il va le justifier dans le propos narratif et tout. Ça va être assez intéressant de voir ça. S'il le fait, et si ça se résumait pas juste à l'introduction du personnage, donc à voir, à voir. Et c'est vrai que moi, dans mes goûts personnels, j'aime bien souvent quand la mise en scène est un peu plus sobre que ça, même si encore une fois dans Chainsaw Man c'est tellement bien justifié par l'idée du surnaturel et tout ça, que je l'accepte pleinement et que j'adore. Mais que moi j'adore quand la mise en scène est plus discrète, qu'il faut vraiment aller fouiller pour comprendre pourquoi c'est vraiment génial en termes de découpage et tout ça, notamment dans les vieilles BD franco-belges. J'avais fait une analyse sur Billy the Kid de Lucky Luke, et c'est fascinant de voir à quel point, dans une mise en scène qui semble tellement sobre, à quel point les auteurs arrivent à faire émerger des choses vraiment fascinantes et complexes. Et aussi, par exemple, dans mon analyse sur Spy X Family, de la manière dont l'auteur arrive à nous faire comprendre la télépathie par des mises en scène très sobres et qu'on va comprendre instinctivement. Et c'est vraiment des trucs que j'adore, quoi. Et c'est vrai que les BD qui ont des mises en scène extrêmement excentriques constamment, ça fait presque que le propos de l'œuvre en soi devient plus de la recherche et de la mise en valeur de mise en scène de bande dessinée en soi comme une finalité, plutôt que de chercher à valoriser un propos à travers de la mise en scène, quoi. Et que moi, c'est vrai que c'est ce second cas que je préfère personnellement selon mes propres goûts, parce que l'exercice de faire de la mise en scène pour de la mise en scène, je trouve ça un peu vain, et pour moi ça manque d'un but qui porte davantage l'œuvre, quoi. Et que les mises en scène excentriques, par exemple dans Battle Royale, il y a des mises en scène de combat extrêmement cool, mais elles sont valorisées justement parce que elles sont mises au milieu d'autres mises en scène beaucoup plus sobres, donc elles arrivent en contraste davantage, elles sont davantage spectaculaires grâce à ça, et elles sont aussi justifiées parce qu'elles représentent des moments de tension extrême, et donc il y a une espèce d'idée de niveau de voyance et d'excentricité de mise en scène qui entre en corrélation avec des moments de récit qui le justifient, plutôt qu'une idée de mise en scène constamment mise à un compteur de sang, et qui donc en fin de compte, il n'y a plus rien qui se valorise les uns par rapport aux autres, parce qu'on est constamment sur le même niveau de contraste, et que le récit devient alors presque secondaire, et passe presque en retrait, et que c'est un propos donc, que peut chercher certains auteurs, mais qui c'est vrai que moi, ça me parle moins, et je trouve que Chainsaw Man, enfin Fujimoto, est sur cette espèce d'équilibre entre les deux approches. Il est un peu sur un fil tendu à ce niveau-là, mais qui est quand même tranché en faveur, pour moi, du côté de faire porter un propos, et valoriser son histoire avant tout. Enfin voilà, j'ai hâte de lire le tome 13, je sais pas de combien de temps il va sortir. S'il y a des trucs notables dans le tome 13, je ferai aussi une vidéo dessus, mais bon, enfin je verrai bien, c'est pas sûr, hein, ça à voir au cas par cas. Mais là c'est intéressant de voir sur les bases de ma vidéo précédente, comment Fujimoto allait pouvoir continuer ce qu'il avait installé tout en opérant une transition et de la nouveauté dans cette nouvelle partie de Chainsaw Man, et c'est assez cool de voir comment il s'y est pris, et les personnages et tout s'annoncent bien, donc je suis vraiment curieux de voir tout ça. Et vraiment je suis toujours autant emballé par cette capacité qu'a Fujimoto de mettre à la fois des choses explicites et en même temps tellement ambiguës qu'on sait plus comment tout démêler tout ça, et ça te donne vraiment des impressions de lecture étranges et qui sont vraiment très cool, quoi. Mais j'espère vraiment pouvoir m'attacher à ces nouveaux personnages et donc peut-être rentrer un peu plus dans le récit grâce à ça. Enfin voilà, c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner et tout ça, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.